On continue, il y a eu un problème de connexion, désolé. Donc, on a parlé, alors, on a parlé de l'endoscope, donc il est constitué du béquillage. Donc, le béquillage, je vous ai dit, c'est le volant. Et nous avons et aussi le canal opérateur très important qui permet d'introduire des instruments un intérêt diagnostique comme la pince à biopsie ou alors intérêt thérapeutique. Alors, nous avons aussi un canal pour insuffler de l'air, parce que vous savez que le tube digestif, il est creux. Donc, pour l'élargir, donc on injecte de l'air. Alors, pour les fibroscopes, on utilise, il y a deux types d'endoscopes. Il y a des endoscopes à vision axiale, ce qu'on utilise tous les jours. Et il y a un endoscope particulier, qui est l'endoscope à vision latérale. C'est un duodénoscope, c'est-à-dire qu'on utilise pour explorer le duodénum. Et le duodénum, c'est surtout pour explorer la papille duodénale. Donc, vous voyez ici, regardez, je vous ai fait ces deux images. Vous voyez ici la pince, la axiale, dans l'axe. La lumière, elle est dans l'axe. Par contre, dans cet endoscope, la lumière, elle vient sur le côté. Et même les appareils, les instruments, tout se fait sur le côté. Ça, c'est un endoscope particulier, c'est un duodénoscope à vision latérale qu'on utilise surtout pour l'exploration de la papille. Très bien. On va commencer maintenant pour l'endoscopie digestive. On va voir les différents endoscopes qu'on utilise. Le premier, alors, le premier examen, c'est la fibroscopie haute, la fibroscopie oso-gastro-duodénale. Donc, ce qu'on appelle aussi l'endoscopie haute, parce qu'elle permet d'explorer le tube digestif supérieur. Donc, l'œsophage, l'estomac, jusqu'à D2. D2, maximum, on peut aller D3. D3, si on met le malade sur son ventre, on peut progresser jusqu'à D3. Alors, alors, quelle est l'indication? Pourquoi on demande une fibroscopie? Voici les signes d'appel donc, que fait que le médecin indique une fibroscopie. Tout ce qui est trouble dyspepsique, c'est-à-dire difficulté à digérer, les douleurs abdominales, surtout les épigastralgies, hémorragie digestive, que ce soit hématémèse méléna, une dysphagie, difficulté à avaler, ou alors le dépistage. Dépistage, c'est-à-dire rechercher s'il n'y a pas un cancer au niveau de l'estomac. Alors, quelles sont les contre-indications et les limites? Contre-indication, donc interdit de faire une fibroscopie si on suspecte une perforation, c'est-à-dire si on suspecte une péritonite perforée, si l'estomac il est perforé, si on introduit notre endoscope et on injecte de l'air, on va agrandir le trou. Donc, la perforation, c'est une contre-indication. Aussi, l'estomac plein, plein. Il faut que le malade soit à jeun. Pourquoi? Parce que si l'estomac il est plein et lorsqu'on introduit l'endoscope, on va entraîner un réflexe nauséeux. Donc, si l'estomac il est plein, remonter et s'avaler dans la trachée. Donc, syndrome de Mendelssohn, inhalation. D'accord? Donc, très, très important. Il faut que le malade soit à jeun. Alors maintenant, contre-indication liée au terrain. Alors maintenant, si le malade fait une insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensée, il ne faut pas la faire. Une fois elle est compensée, prise en charge, on peut la faire. Aussi, l'état de choc. C'est-à-dire, même si le malade fait une hémorragie, des hématémèses de grande abondance qui entraînent un état de choc, il faut d'abord corriger l'état de choc pour faire l'endoscopie. OK? Très bien. Trouble de la conscience. Alors, trouble de la conscience chez un patient. Parce qu'on demande au malade d'avaler pour que l'endoscope aille vers le tube digestif. Il faut que le malade soit conscient, coopérant, qu'il faut qu'il avale. Maintenant, si un malade il est inconscient, en introduisant l'endoscope dans la trachée. D'accord? Donc, si un malade il est inconscient, il faut qu'il soit intubé. Très bien. Maintenant, l'âge avancé. L'âge avancé, on peut la faire l'endoscopie chez tous les malades, que ce soit un bébé de quelques jours jusqu'à un vieux de 90 ans. L'âge, il n'y a aucune contre-indication de l'âge. Maintenant, les troubles de l'hémostase. Si un malade fait un trouble d'hémostase, c'est-à-dire imaginez un cirrhotique, TP bas, les plaquettes sont basses. Donc, l'endoscopie ne contre-indique pas, pardon, le trouble d'hémostase ne contre-indique pas l'endoscopie, mais on peut la faire. Mais on ne peut pas faire de biopsie parce que le biopsie, c'est un geste invasif. Donc là, il y a un risque de saignement. Donc, s'il y a des troubles d'hémostase, la fibroscopie, on peut la faire sans problème, mais on ne fait pas de biopsie. La preuve, vous avez vu au cours de l'HTP et la cirrhose. La cirrhose, il y a des troubles d'hémostase. Mais malgré ça, il faut faire la fibroscopie pour rechercher les varices œsophagiennes. Mais on ne fait pas de biopsie.
C'est bon, on reprend. Allez, désolé pour ces interruptions et un problème de connexion. Alors, comme je vous ai dit, donc les complications, donc pneumopathie, si le malade malgré ça il inhale, donc c'est une complication. Les troubles du rythme, c'est les sujets à risque cardiovasculaire, risque de perforation. Alors, en cas de sténose, si on l'a fait brutalement, si l'endoscopiste n'a pas de l'expérience, on peut perforer en faisant l'endoscopie. Aussi, l'incarcération d'instruments, c'est-à-dire l'extrémité de l'endoscope peut s'incarcérer, surtout s'il y a une hernie hiatale. Donc, il faut la faire de façon prudente. Alors, maintenant, le risque infectieux. Lorsqu'on fait l'endoscopie, c'est un geste, donc il y a un risque d'infection par les germes endogènes, c'est-à-dire passage transitoire des germes propres du patient dans sa circulation. Donc, il y a un risque de bactériémie avec de risque de septicémie ou d'endocardite si un sujet il est immunodéprimé. C'est pour cela surtout le risque d'endocardite, donc l'intérêt d'une antibioprophylaxie chez les sujets qui présentent une valvulopathie. Tout malade, lorsqu'on fait une fibroscopie, il a une valvulopathie, on lui donne des antibiotiques avant et après le geste pour empêcher que cette bactériémie qui est transitoire chez un sujet normal ne devienne une endocardite. Alors, maintenant, on va voir le déroulement de l'examen. Donc, comme je vous ai dit, le patient doit être à jeun. On le met en décuplus latéral gauche pour respecter l'anatomie de l'estomac. Voyez ça, il faut enlever toute prothèse mobile, c'est-à-dire le malade, il a un dentier qui est mobile ou là, un bridge qui s'enlève, il faut l'enlever. Sinon, le malade, il risque de l'avaler. Donc, on met toujours un cale-dent. Regardez ici, un cale-dent pour bloquer les dents. Parce que sinon, le malade va mordre l'endoscope. Et c'est des fibres optiques. Donc, il peut déchirer l'endoscope. Donc, on met toujours, il faut mettre le cale-dent. Alors, pour la prémédication, simplement une anesthésie locale. On n'a pas besoin d'une anesthésie générale ou une sédation. D'accord. Simplement, on donne de la xylocaïne en gel. Le malade a avalé. Donc, ça va anesthésier la sphère ORL. Alors, le résultat. On va commencer par la fibroscopie normale. Vous connaissez, donc on franchit la bouche de Kilian, c'est-à-dire le sphincter supérieur de l'œsophage. On entre et vous voyez le curseur. Ça, c'est l'œsophage. On progresse tout le long de l'œsophage. Donc, regardez la muqueuse ici jusqu'à arriver l'estomac. Vous voyez la différence entre les deux muqueuses. Voici la muqueuse de l'œsophage, elle est un petit peu rosée par rapport à la muqueuse normale de l'estomac qui est plutôt un peu vers le rouge. D'accord. Et la frontière entre la muqueuse, vous voyez la frontière nette entre les deux, entre la muqueuse œsophagienne et la muqueuse gastrique, on appelle ça la ligne Z. La ligne Z. Maintenant, donc, on entre dans l'estomac, vous vous rappelez directement, on tombe dans la grosse tubérosité qui est le fundus. Les fundus, donc les plis fundiques, ils sont parallèles, grand axe de l'estomac. Puis, vers le bas, on arrive au niveau de, de l'antre. De l'antre, c'est la photo numéro 2, donc vous voyez qui est lisse. Puis, passage, donc le trou, vous voyez le petit trou, c'est le pylore. Le pylore, on va le cathétériser et on entre au niveau du bulbe, le D1. D1. Et en bas, au fond, vous voyez ces plis, c'est le D2. Vous voyez la différence entre D1 et D2. On les appelle D1, D2, mais c'est faux, c'est le bulbe, parce que D1 ne ressemble pas à D2. Regardez D1, la muqueuse, comment elle est lisse, ça c'est le bulbe. Et D2, nous avons le duodénum. Et la papille, regardez au niveau de D2, sur le côté, vous voyez, elle est latérale. C'est pour ça, si on veut l'examiner, il faut un endoscope spécial pour la papille qui est un latéroscope. D'accord. Très bien. Alors maintenant, on va voir les principales lésions. Normalement, chaque lésion, c'est un cours à part. Bon, on va voir l'hernie hiatale, les œsophagites, peptiques, caustiques, infectieuses, mycotiques, l'endobrachiosophage, le cancer, les varices œsophagiennes et le syndrome de Mallory-Weiss. Regardez. Donc, regardez l'hernie hiatale. Vous voyez l'hernie hiatale, c'est une poche hernière. Vous avez déjà normalement fait ça avec Dr Chetab. D'accord. Donc, c'est une poche hernière, c'est une ascension. Donc, une ascension du cardia. Alors, regardez ici maintenant l'endobrachiosophage. L'endobrachiosophage, là nous sommes en muqueuse. Ici, c'est l'œsophage. C'est l'œsophage. Comme je vous ai dit que c'est un peu rose. Regardez, on va voir une plage comme ça qui est plutôt orangée. Orangée, ça c'est une métaplasie. C'est une transformation de la muqueuse œsophagienne en une muqueuse glandulaire. Comme c'est une transformation, c'est une métaplasie. Métaplasie, donc après, il va y avoir dysplasie et ça peut donner après le cancer. Et ça va donner l'adénocarcinome au niveau de l'œsophage. Vous allez faire ça normalement dans les complications du RGO et le cancer.
Alors, regardez ici d'autres images. Image ici, vous connaissez maintenant cette image, c'est les varices œsophagiennes. Là, c'est une, vous voyez les dépôts, ça c'est une œsophagite mycotique. C'est un candida, c'est un champignon, le candida albicans. Normalement, on voit ça, c'est chez les enfants. Les enfants et les sujets âgés, on le voit au niveau de la bouche. Comment, on l'appelle l'hr. D'accord. Donc, chez un sujet immunocompétent, il n'y a pas de ce problème. Mais s'il est immunodéprimé, sujet âgé, les diabétiques, de la bouche, ça va descendre au niveau de l'œsophage. D'accord. Et là, ces trois images en bas, ça, c'est les cancers. Cancer de l'œsophage. Maintenant, nous avons l'œsophagite peptique, l'inflammation. L'inflammation, vous avez fait ça dans l'RGO. Nous avons la classification de Savary-Miller et vous voyez les ulcérations, donc soit isolées, soit séparées par des intervalles mucocènes, soit vous voyez ici, elle est circonférentielle, soit c'est une complication, il y a une sténose. D'accord. Alors, le syndrome de Mallory-Weiss. C'est quoi le syndrome de Mallory-Weiss? Vous voyez cette déchirure? C'est une déchirure oesogastrique qui traverse le cardiaque. Regardez ici, elle est superficielle. Vous regardez ici, elle est plus profonde. Elle entraîne hématémèse de grande abondance. On le voit surtout au cours des vomissements chroniques. Alors, ailleurs, c'est surtout chez les alcooliques. Les alcooliques chroniques, donc ils peuvent avoir ces lésions. Bon, chez nous, comme la consommation d'alcool n'est pas aussi importante, on la voit surtout chez nous. Les vomissements, c'est chez la femme enceinte, surtout le premier trimestre, avec les signes sympathiques. D'accord. Donc, voici le syndrome de Mallory-Weiss. Donc, on a terminé avec les lésions œsophagiennes. Maintenant, les lésions gastro-duodénales, la maladie ulcéreuse, la gastrite, le cancer et les lésions induites par les INS. Alors, vous connaissez maintenant la gastrite. Regardez l'antre qui est nodulaire. Nodulaire, donc ça, c'est une gastrite. Ça fait gastrite chronique à hélicobacter. Vous voyez ici, ça, c'est la métaplasie. Je vous ai parlé alternance de zones blanchâtres et de zones rougeâtres. Là, ça fait métaplasie. Mais il faut que je fasse une biopsie pour que l'histologiste le confirme. Regardez ici, une large ulcération donc sous-cardiaque. Alors, d'autres images aussi, la même chose. Là, c'est un processus tumoral, ulcéré et bourgeonnant. Là, c'est un ulcère très profond. Ça fait plutôt un cancer. Regardez, là, c'est un aspect de gastrite atrophique. Atrophique, ça c'est le fundus. On ne voit plus les plis fundiques, on ne voit que le réseau vasculaire sous-muqueux. Et là, c'est un processus tumoral. Et la même chose ici, un processus tumoral. Là, c'est une gastrite. Là, c'est une gastrite érosive, des érosions, ulcération, même hémorragique. Alors, s'il vous plaît, Sejoud Messibah, s'il vous plaît, vous copiez votre caméra. Merci. Alors, très bien. Là, on est au niveau du bulbe. Le bulbe, nous avons l'ulcère. La maladie ulcéreuse, ici, regardez, nous avons double ulcère. Là, un large ulcère. Ici, un ulcère, un bel ulcère. La même chose, ici, un peu profond. Et ici, nous avons un ulcère hémorragique. Maintenant, au niveau du duodénum, la pathologie du D2, le duodénum. Là, c'est les plis, c'est les valvules connivantes. Quelle est la fonction du D2? D2, c'est l'absorption. Donc, nous avons les valvules connivantes qu'on voit endoscopiquement. Et histologiquement, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Les villosités. Les villosités, histologiquement. Donc, lorsqu'il y a une maladie atrophie villositaire, c'est la maladie cœliaque, comment on suspecte endoscopiquement? Vous voyez, cette première image, c'est duodénum normal. Regardez, vous voyez, c'est les valvules connivantes qui deviennent un peu raccourcies, et vous voyez le sommet, comment il est hachuré. Regardez. On dirait que quelqu'un il a pris une hache, ou la défente. Regardez ici le sommet. Il est net, régulier. Par contre, on voit ici des fentes. Shkouk. D'accord. Ici, c'est une maladie plus évoluée. Il n'y a plus de valvules connivantes, toutes atrophiques. Ces valvules-là ont disparu. La même chose. C'est un aspect en mosaïque. Ça, c'est aspect typique de la maladie cœliaque. Très bien. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que jusque-là? Au niveau buccal, le muguet, oui, le muguet buccal, mais nous, on fait une fibroscopie, on recherche s'il n'y a pas le muguet au niveau de l'œsophage. Ça va, très bien. Allez, on tient. Alors, le deuxième examen.
par le bas, par l'anus. C'est l'anuscopie. L'anuscopie donc permet d'explorer l'anus, le canal, donc l'anus, c'est-à-dire le canal anal et le bas rectum. Donc ça ne nécessite pas de préparation. On n'a pas besoin de vider parce qu'on va explorer que le canal anal. Donc on n'a pas besoin de vider le rectum. Voici cette position. C'est la position génupectorale, la meilleure position. Le matériel qu'on utilise, l'anuscope, nous avons l'anuscope qu'on peut stériliser, ou là, il y a des anuscopes qui sont jetables en plastique, donc jetables. C'est ce qu'on appelle l'anuscope de benzote. De benzote, c'est des tubes de 6 à 10 cm de long, le diamètre à peu près de 2,5. Il existe aussi des formes pédiatriques. Il y a des plus fins, des anuscopes plus fins, donc chez les enfants, ou encore où il y aurait une sténose anale. D'accord? Mais voici cette position. Ça, s'il vous plaît, ce que vous gardez. Pas la position génupectorale et ça ne nécessite pas une préparation. D'accord? Ça, c'est les questions. Là, j'insiste, c'est les questions d'examen. D'accord? Donc, ça ne nécessite pas une préparation. Et la position idéale, c'est la position génupectorale. OK? Bien sûr, il faut lubrifier l'anuscope avec toujours de l'anesthésie locale. On lubrifie et on l'introduit. Voici l'introduction. D'accord? Et on l'introduit, ça permet de voir à l'intérieur. Alors, les indications, quand est-ce qu'on demande une anuscopie? S'il y a un saignement, s'il y a un syndrome rectal, s'il y a une constipation sévère, une incontinence ou alors des proctalgies, c'est-à-dire des douleurs anales. Les résultats, la maladie hémorroïdaire, les tumeurs du canal anal et certaines lésions proctologiques, fissures, c'est-à-dire on les voit au niveau de la marge anale. Pas besoin de l'anuscope, c'est-à-dire en faisant l'examen de la marge anale, avant de faire l'anuscopie, on peut diagnostiquer les fissures, les abcès et les fistules. Sinon, l'anuscope, il permet la maladie hémorroïdaire et les tumeurs. Donc, regardez ici une aniscopie normale. Normale, ça le fond. Vous voyez, ça, c'est le rectum avec quelques matières fécales. Donc, voici le canal anal. Alors, regardez les hémorroïdes qui sont dilatées. Regardez, on ne voit plus la lumière. Elle est partiellement obstruée. Regardez ici. Là, la hémorroïdaire grade 2, plus dilatation, on ne voit plus la lumière anale. Là, grade 3, c'est des hémorroïdes qui sortent. Lorsque le malade va faire ses besoins, les hémorroïdes sortent. Et il les réintroduit avec le doigt. Et nous avons stade 4, c'est des prolapsus hémorroïdaires. Là, c'est directement l'indication chirurgicale. Je vois qu'il y a quelques questions. Alors, bien sûr qu'il faut un patient coopérant, un patient qui accepte l'examen. Bien sûr, ça va de soi. D'accord? Donc, alors, les bébés, alors, il y a une autre question. On peut faire l'endoscopie chez un bébé, c'est-à-dire sous contrôle de la vue, parce que le bébé, il avale aussi. Lorsqu'il sent quelque chose, il va avaler. Et bien sûr, il faut être connaisseur, hein. Il faut avoir de l'expérience. Ce n'est pas un petit nouveau qui va faire pour les bébés. OK? Très bien. Alors, pour le patient coopérant, on ne va jamais contre son gré. Il faut que le malade, bien sûr, tout examen endoscopique, il faut la coopération du patient. Sinon, ça ne marche pas. OK? Donc, l'anesthésie, je n'ai pas compris l'anesthésie locale. Alors, la ligne Z. La ligne Z, c'est la frontière entre la muqueuse œsophagienne et la muqueuse gastrique. Alors, si quelqu'un il a une anémie, on peut faire une anémie. Alors, une anémie sévère, une anémie sévère, c'est que le malade, déjà, il ne la tolère pas. Donc, il faut le transfuser. Mais s'il a une anémie qu'il tolère, on peut faire la biopsie. Il n'y a aucun problème. S'il a un bon état d'hémostase, il n'y a pas de risque d'hémorragie. On ne va pas aggraver. S'il saigne, on va aggraver l'hémorragie, l'anémie. OK? Donc, mais souvent, pour explorer, lorsqu'il y a une anémie fériprive, eh ben, ils nous envoient les malades pour faire la fibroscopie. Peut-être qu'il y a une malabsorption au niveau du duodénum. Bien sûr qu'on peut faire, mais si l'anémie, elle est mal tolérée, le malade fait un état de choc, bien sûr, là, il faut d'abord le transfuser, qu'il soit stable hémodynamiquement pour la faire. D'accord? Combien de temps dure une anesthésie locale? C'est une dizaine de minutes. Et la fibroscopie, elle ne dure pas plus de 10 minutes. C'est 5 à 7 minutes. Ce qui prend le temps, c'est surtout le temps de faire des biopsies. Mais sinon, l'examen, c'est 5 minutes. D'accord? Il peut avaler exactement, on peut l'introduire, il n'y a aucun problème. Mais nouveau-né, mais imaginez un nouveau-né. Quelle est l'indication chez un nouveau-né? Jusqu'à maintenant, un nouveau-né, c'est-à-dire un nouveau-né, quelques jours, je n'ai pas eu. C'est souvent des nourrissons. C'est des nourrissons, c'est-à-dire de 2 mois, 3 mois, la Covid. Alors, je n'ai pas compris vomissement, c'est-à-dire vomissement. Chez le nouveau-né.
Alors, et la particularité aussi chez les nouveau-nés, c'est qu'on fait une sonde d'aspiration chez les bébés. On fait on aspire toutes les sécrétions au ORL. Comme ça, il ne va pas avaler ces sécrétions, il ne risque pas de suffoquer. Ok. Donc, il y a plus de précautions à prendre chez les enfants. D'accord. Atrésie, 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 il n'y a pas d'œsophage. OK. Donc, lorsqu'on entre, il n'y a pas d'œsophage. Là, c'est une malformation. Et souvent, on fait d'abord un TOGD. Atrésie. S'il y a atrésie d'œsophage, ça veut dire il est né sans œsophage. D'accord. Donc, si on introduit l'endoscope, on ne trouve rien. On n'a pas le conduit. Donc là, si on ne trouve pas le conduit, c'est bouché, c'est fermé, on demande un TOGD pour confirmer l'atrésie. OK. Très bien. Alors, maintenant, la rectoscopie. La rectoscopie, le matériel, il est différent. Maintenant, c'est un rectoscope. C'est plus, vous voyez la différence entre l'aniscope et rectoscope. Rectoscope, il est plus long. Il fait à peu près, il y en a 10, plutôt 15, 20 cm jusqu'à 25 cm, c'est-à-dire pour arriver à la charnière rectosigmoïdienne. La même chose, il fait à peu près 20 mm de diamètre. Il existe aussi des formes pédiatriques. Préparation, cette fois-ci, puisqu'on va examiner le rectum, il faut vider le rectum. D'accord. Donc, on fait un lavement évacuateur. Donc, on va utiliser un laxatif par voie rectale. Alors, la position, c'est la même chose. La meilleure, c'est la position génujugale ou génupectorale, la position de l'anuscopie. Mais souvent, si c'est un malade âgé qui ne peut pas faire, on s'arrête une minute. Bon, désolé, on reprend. Donc, je vous ai dit la position, soit la meilleure, c'est la position génupectorale, génujugale qu'on a vue auparavant. Sinon, si c'est un malade âgé qui ne peut pas, on peut faire des guidus latérales, mais pour nous, ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas la meilleure position. D'accord. La technique. Alors, commencez toujours. Alors, attendez. Donc, on commence toujours par toucher rectal. On introduit le tube lubrifié et on progresse vers le haut. D'accord. On retire le mandrin. Regardez ici, il y a un mandrin. On le retire et grâce au tube, on peut explorer le rectum. Alors maintenant, les indications, donc tous les signes d'appel, constipation en général, c'est-à-dire tout trouble du transit, soit constipation, soit de la diarrhée, des saignements, des rectorragies, des proctalgies, des douleurs, un syndrome, donc syndrome rectal ou dysentériforme, c'est-à-dire avec des faux besoins, un écoulement sanguin ou non lors de la défécation, ou même anémie sévère, anémie, donc pour voir s'il n'y a pas un saignement occulte. Alors, les risques, bon, on peut entraîner des douleurs. Donc, souvent, c'est dû à la rétrovision utérine ou à un fibrome, quelques douleurs, mais ce n'est pas grave. Minime effraction de la muqueuse, d'accord, c'est pas grave. Perforation, c'est plus grave si l'endoscopiste, il progresse à l'aveugle. Là, c'est grave. La perforation, normalement, on ne devrait pas perforer. Les résultats, qu'est-ce qu'on va trouver? Soit des tumeurs, bénignes ou malignes, les polypes, pathologies inflammatoires, les maladies, c'est-à-dire Crohn ou RCH, une rectite infectieuse ou les varices rectales. Donc, regardez. Donc, les images, je vais les montrer, c'est les mêmes images que pour la coloscopie. Maintenant, la coloscopie, on va explorer plus haut. Là, vous vous rappelez, là, vous voyez le curseur. Là, on n'a exploré que le rectum. Le rectum, on peut l'explorer avec le rigide. Mais au-delà de la charnière rectosigmoïdienne, on ne peut pas utiliser le rigide. Là, il faut du matériel souple, la coloscopie. Donc, elle permet d'explorer tout le côlon, mais aussi ici, grâce à la valvule iliocécale, on peut entrer et explorer les derniers centimètres de iléum. Cette fois-ci, il faut une préparation plus importante. Il faut laver tout le côlon. Donc, on utilise cette fois-ci, ce n'est pas une préparation par voie basse, mais une préparation par os. On va utiliser un laxatif, le PEG, le polyéthylène glycol. D'accord? C'est 4 litres. C'est des sachets, un sachet dans un litre. Donc, ça va nous faire 4 litres que le malade va boire la veille, et ça va entraîner une diarrhée liquidienne. Donc, le malade, il faut que le malade aille aux toilettes, il va évacuer de l'eau claire. De l'eau claire, comme ça, on est sûr que tout le côlon a été lavé. Alors, les indications, quand est-ce qu'on va demander une coloscopie?
Donc, c'est plus que pour la rectoscopie, le dépistage. Alors, dépistage d'un cancer, surtout les sujets à risque. C'est-à-dire s'il y a des antécédents de maladies inflammatoires, quelqu'un, je vous ai dit, l'RCH, au bout de quelques années, 8 ans, 10 ans, ça risque de cancer. Donc, le dépistage, ou alors un antécédent dans la famille de cancer. Le papa ou la maman ou la fratrie, ils ont un cancer. Donc, les membres de la famille, il faut qu'ils fassent, même s'ils n'ont aucun signe d'appel, mais on leur fait une endoscopie donc de dépistage. Maintenant, tous symptômes coliques, douleurs, hémorragie, à partir de la cinquantaine, il faut demander coloscopie. Troubles du transit, soit diarrhée, constipation, de douleurs abdominales inexpliquées, des rectorragies, même si le malade il a une maladie hémorroïdaire associée. On peut avoir une maladie hémorroïdaire, parce que c'est la pathologie la plus fréquente anale, et il développe un cancer. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas, si le malade il saigne, et vous diagnostiquez une maladie hémorroïdaire, il faut explorer le côlon. Parce que la maladie hémorroïdaire, elle peut cacher, c'est-à-dire, on va s'arrêter, on dit le malade, des fois le malade lui-même, il dit que non, il dit que c'est les hémorroïdes. Et plus haut, il y a une catastrophe. D'accord? Donc, ou alors, on peut demander la coloscopie dans le cadre de le bilan d'une anémie fériprise. Fériprise, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un saignement occulte. Le malade, il saigne à bas bruit, des petites gouttes qu'on ne voit pas. D'accord? Et lorsqu'on fait la coloscopie, on tombe sur une lésion. Alors, contre-indication, l'état général altéré, parce qu'il y a une préparation, il faut qu'il prenne 4 litres. Donc, il faut que le malade soit en bon état. S'il est altéré, on ne peut pas la faire. La perforation, si le malade déjà, il y a une perforation. D'accord, s'il y a une tableau de péritonite, vous n'allez pas vous amuser à faire introduire le coloscope. Le patient, s'il fait une occlusion, s'il fait arrêt des matières et des gaz. D'accord? Et aussi, donc, les limites de l'examen. Alors, l'examen, il peut être l'examen, c'est-à-dire le malade si le malade n'est pas bien préparé, s'il y a des matières fécales qui recouvrent la muqueuse colique, d'accord? Donc, ça va nous empêcher de faire un bon examen, d'accord? Ou alors, il y a une mauvaise tolérance, le malade ne tolère pas parce qu'on injecte de l'air.